Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Je voulais vous dire aussi tout le plaisir que j'ai eu à assister au début des échanges depuis ce matin et de voir voilà, la qualité des interventions et aussi des questions, des réflexions qui sont partagées, qui sont vraiment dans l'air du temps. Donc, vous m'avez gentiment sollicité pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi croyons-nous aux fausses informations, ces fameuses fake news? Et je vais tenter de vous donner quelques éléments de réponse issus des sciences psychologiques du comportement. Voilà, je suis enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc, au laboratoire interuniversitaire de psychologie Chambéry-Grenoble, personnalité, cognition, changement social, LIPPC2S, ça va plus vite. Je suis neuropsychologue de formation et enseignant-chercheur donc en psychopathologie cognitive. D'usage, comme on le fait assez fréquemment dans nos présentations, une déclaration d'intérêt que je vous ai passée rapidement pour espérer le timing, pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, que je ne suis pas grassement rémunéré pour être avec vous ce matin. Mais c'est un plaisir, c'est une satisfaction morale qui constitue mon salaire. C'est vrai. Soyez pas mauvaise langue. En ce qui concerne cette présentation, voici le plan, la prise de conscience des fake news, de la place des fausses informations. On va ensuite essayer d'aller dans ce qui intéresse le plus aujourd'hui les chercheurs en neurosciences et en psychologie, qui est la question des processus. Et poser la question du processus, c'est poser la question du pourquoi et du comment. Et ensuite essayer d'aller vers l'identification d'une vulnérabilité, car il y a des éléments aujourd'hui qui existent dans la littérature scientifique qui nous amènent à discuter de cette notion de vulnérabilité à la réception des fausses informations. Alors la prise de conscience. La prise de conscience, elle est finalement assez récente autour de ces notions de fake news. Maintenant, ce que je vous propose, c'est juste d'essayer de définir ce qu'est une fake news, pour autant qu'on puisse le faire très très rapidement. Certains auteurs parlent dans tout l'univers d'Internet, des réseaux sociaux, du numérique, parlent d'un vrai levier que peut jouer Wikipédia pour essayer voilà, de partager de l'information. Vous savez en plus que souvent, si vous mettez des choses sur Wikipédia et que ces informations sont pas tout à fait justes, voire qu'elles ne sont pas liées à des sources, eh bien, vous avez le site qui va l'indiquer et qui va aussi parfois venir corriger un peu le tir. Alors ce que je trouve intéressant, et je ne passerai pas plus de temps, vous pouvez largement faire la recherche. Je vous note aussi, je vous donne aussi pour information que tout ce que vous trouvez en bas sur le petit bandeau renvoie aux références, alors des sites, des captures, des articles scientifiques et de l'iconographie que j'ai pu utiliser. Alors, avec les dates, puisque justement, quelqu'un pourrait très bien aller modifier la fiche Wikipédia, mais sur une date pas très ancienne, du 23 septembre, il était écrit que les fake news ou fausses nouvelles sont des informations délibérément fausses. Donc il y a une question d'intention, de motivation qui est à prendre en compte. Il y a la notion de faux, il y a la notion de truqué, et ça peut venir d'un ou plusieurs médias, d'un homme d'État, allez savoir, ça pourrait nous arriver un jour qu'un homme d'État joue de la fake news, de la fausse information. Dans l'exercice de ses fonctions, ça participe à la désinformation et puis on va le voir, il y a souvent une espèce de but, alors avec le pouvoir pouvant être politique, financier ou moral. On avait déjà eu l'occasion d'une manière assez chouette, parce que c'était inter, trans, pluridisciplinaire, je ne sais pas comment le qualifier. On a eu l'occasion de se retrouver à plusieurs pour créer un podcast sur la thématique des fake news avec un collègue juriste de l'Université Savoie-Mont-Blanc, notre collègue et ami d'hygiène mentale, Christophe Michel, et puis un collègue enseignant-chercheur devenu magistrat, et on réfléchissait chacun avec son point de vue. Et dans les réflexions, on en était venu aussi à un moment à cette espèce de warning qu'il faut se mettre sous les yeux, qui est de dire une fake news, c'est voilà, cette information truquée qui a une intention relativement mauvaise. Je pense qu'on l'a déjà pas mal dit ici. Il ne faudrait pas mettre dans le même panier d'autres éléments, comme par exemple ce qui relève de la satire, de la parodie. Par exemple, des tweets un peu particuliers qui cherchent à manipuler l'opinion. C'est de la part d'un chef d'État, n'est pas forcément à mettre au même niveau que le Gorafi.
ou que des unes satiriques qui nous informent, alors c'est satirique, hein, c'est pas vraiment le point, qu'il faut prendre garde à ces Corses qui contrôlent les Juifs, qui manipulent les francs-maçons, qui dirigent l'Amérique, qui au final contrôlent le monde. Et puis bien entendu, ce titre est accrocheur, vous allez vous précipiter et en ouvrant, vous pourrez aller voir les filières du réseau secret et le financement occulte. Ayant des origines insulaires, je vous dis tout de suite que je me sens tout à fait en haut de la pyramide. Alors la prise de conscience, vous l'aurez compris, elle est venue à travers tout ce qui s'est développé autour des médias, des nouvelles formes de communication, avec aussi le numérique, Internet et les réseaux sociaux. Et dans la recherche, pour préparer cette intervention avec vous ce matin, j'ai eu l'occasion, alors de ne pas toujours aller piocher dans les moteurs de recherche scientifiques, mais d'aller aussi voir ce qui était dit dans la presse générale et se pose la question de savoir finalement si ce phénomène de fake news n'était pas un peu plus ancien que ce qu'on pouvait imaginer. Finalement, est-il vraiment si inédit? Et c'est une jolie reprise qui a été faite par Courrier International, qui nous annonce que finalement la fake news était peut-être à l'origine de grands changements en France, puisque ce serait lié notamment à la Révolution française. Des éléments aussi sont retrouvés, sont proposés, c'est un article américain au départ, le Los Angeles Times, comme vous le voyez dans la source en haut à gauche, des propositions aussi d'explication de la désinformation, de la mauvaise information, de l'information dans un but bien particulier, sont retrouvées dans des évolutions américaines. Alors vous voyez qu'il y a par exemple le nom d'un chef d'État qui est cité, Donald Trump. Bon, c'est pas anodin, hein, on y reviendra en fait. Internet et les réseaux sociaux et finalement cette crainte des fausses informations, on vient à se poser, nous amène à nous poser la question, est-ce que finalement ce ne serait pas l'affaire de toutes et tous, avec une prise de conscience très forte qui était d'ailleurs rappelée en encart là, dans le programme pour cette matinée, qui est cette publication qu'on a retrouvée dans Science et qui nous explique comment peuvent se propager les informations. Et avec quand même une espèce de rééquilibrage dans le jugement qu'on pouvait faire de la situation, et qui consiste à constater que les fausses informations se diffusent plus vite que les vraies sur Twitter. Alors ok, il y a des algorithmes, il y a un outil informatique qui permet tout ça, mais on se rend compte que la responsabilité est peut-être davantage celle des humains que celle de l'outil informatique. Alors les fake news, on en a dans plein de domaines, passant par la presse, les grands titres, notamment dans le monde sur les sections sciences, vous avez des généticiens qui disent attention, il serait bon d'arrêter, de prendre des bouts d'informations, de faire du découpage. On parlait tout à l'heure même de saucissonnage. En fait, on retire des éléments de leur contexte et puis on fait des conclusions hâtives. On saute directement à des conclusions sans avoir pris le temps de tenir compte de toute l'information nécessaire. Et là, vous avez des chercheurs notamment bien impliqués dans le champ de la génétique et de l'éducation qui vous disent il faut remettre un peu les choses à leur place, notamment lorsque on lit que bien l'intelligence serait tout à fait génétique, qu'on saurait tout à fait mesurer l'intelligence, et puis tout un tas de blabla que le neuropsychologue que je suis pourra tout à fait atténuer dès les premiers échanges. Alors imaginez que quand on met ça, déjà toute cette complexité autour du thème de l'intelligence, quand on le met en lien avec la complexité du thème de la génétique et des aptitudes et de la réussite scolaire, qu'on met tout ça dans une espèce de shaker qu'on remue, on peut rapidement avoir quelque chose de très inexact, mais par contre de très sensationnel. Et là, vous avez bien des gens qui, de par leur position, de par leur casquette scientifique, cherchent à rééquilibrer le tir. Vous voyez, c'est l'affaire de tous, c'est aussi l'affaire des scientifiques, et c'est même parfois peut-être, on pourrait l'imaginer, l'affaire de celles et ceux, ou peut-être surtout de celui qui est assez accro aux fake news, puisque lui-même dit attention, les fake news c'est un vrai problème et il faut se méfier du fake news média. Et alors le fake news média, quand on regarde un peu comment le décrypte l'article de Libération, en fait ça veut dire le média qui n'est pas d'accord avec lui. Si vous regardez sur le compte Twitter, parce que bien sûr pour dénoncer ce qui se passe sur Twitter, et le président Trump est passé par Twitter, et vous avez des réactions des individus qui listent tous les médias qui sont ciblés comme étant des fakes de la part du
du président américain, et au final on se rend compte qu'il y a juste notamment un groupe, le groupe Fox, qui lui bien sûr n'est pas concerné, mais que tous les autres sont même considérés comme étant des médias colporteurs de fake news parce qu'ils seraient de gauche. Donc en plus on en arrive à des espèces d'associations, idéologie, positionnement politique et mode de traitement de l'information. Alors c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire aussi du web, et c'est l'affaire notamment par exemple tel que le rapportait il n'y a pas très longtemps un article publié sur europe1.fr, tel que voilà, le grand groupe, le grand mastodonte qu'est Facebook, qui cherche aujourd'hui à participer à la vérification de l'information, à stopper le tout et le n'importe quoi qui circule. Alors c'est aussi une manière de s'assurer une certaine éthique et d'essuyer un peu tout un tas de critiques. Voilà, je voulais présenter rapidement ces différents éléments qui sortent un peu du reste de la présentation, qui va beaucoup plus être inscrit dans les sciences psychologiques, mais pour montrer que tout ça, c'est un sujet de société. Et ce que je vous propose, c'est le plus efficacement possible, j'espère y arriver, vous montrer le point de vue de la recherche en psychologie. Recherche en psychologie qui vraiment est intéressée par le questionnement autour du processus, donc le pourquoi du comment. Alors, pour vraiment bien situer ça dans le champ de la psychologie, on va être dans le domaine de la psychologie cognitive et dans ce qu'on appelle la cognition affective et sociale. La cognition affective et sociale va être au premier plan, donc on va voir comment le cerveau traite une information, comment il organise, il hiérarchise une information qui est d'ordre affectif et social. C'est pas une information neutre, c'est pas une information froide. On parle d'ailleurs souvent de hot cognition, de cognition chaude, pour faire référence à tous ces aspects qui peuvent venir heurter l'état, les valeurs, les motivations, les croyances des individus. La cognition, pour faire simple, s'il était nécessaire de repositionner une définition commune, c'est l'ensemble des activités mentales impliquées dans nos relations avec l'environnement, la perception d'une stimulation, l'information est une stimulation, sa mémorisation, son rappel, la résolution de problèmes et la prise de décision. La psychologie cognitive traite des processus mentaux, donc de l'activité du cerveau, le cerveau étant le substrat de l'activité mentale. Ces recherches sont fondamentales et ne peuvent être ignorées de quiconque étudie le comportement humain. Voilà cet espace des sciences psychologiques dans lequel je vous propose d'aller. Alors malheureusement, on n'a peut-être pas tous le même niveau en psychologie cognitive, donc je vous ai proposé un manuel express de psychologie cognitive aux éditions Imaginascience qui vous propose les lois et principes d'un traitement efficace de l'information. Alors c'est quelques grands éléments. C'est très résumé, vous les retrouverez dans le gros pavé d'Alain Lieury qui s'appelle Psychologie cognitive aux éditions Duno, mais qui en gros nous permettent d'avoir cette grille de lecture partagée de comment fonctionne le traitement de l'information. Déjà, les informations sont liées entre elles en mémoire. Les nouvelles informations se relient à celles qui sont déjà acquises. La mémoire, elle est multiple, elle a différentes composantes, elle est structurée de plein de manières différentes, c'est très riche et c'est finalement quelque chose de très organisé. Et cette organisation de la mémoire, cette organisation du système cognitif humain, elle permet l'économie des efforts mentaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apprend une nouvelle information, on ne réapprend pas tout à zéro, on apprend ça en le rattachant à des informations déjà existantes, en les remettant dans un contexte, en voyant ce qui est similaire et ce qui est différent. Cette optimisation permet l'adaptation qui participe à la survie. Plus on va vite, plus on est efficace dans le traitement de l'information, eh bien plus on a de chances de survivre à tout un tas de dangers, de menaces qui sont dans notre environnement. Les émotions et les motivations influencent le traitement de l'information, et ça c'est quelque chose qui est très important. On parle de la place des biais cognitifs. L'information peut être biaisée. Vous pouvez apprendre des choses, restituer des choses avec de bonnes compétences dans ce domaine-là, mais vous rendre compte que ces compétences-là, cette bonne aptitude, elle est valable finalement, elle ne tient que dans un domaine relativement neutre. Par contre, eh bien, sous l'effet du stress, vous pourriez avoir des variations de votre performance, sous l'effet d'une émotion intense. Donc les émotions et les motivations, ce n'est pas quelque chose qui est à considérer comme étant en dehors du fonctionnement mental, c'est vraiment intégré puisque ça vient nous donner une certaine vision du fonctionnement mental, cognitif et derrière ça comportemental de l'individu.
Et puis un point important, parce que je crois que beaucoup de choses tiennent à cela, le cerveau et le système cognitif, en fait, ils produisent du sens et et de la cohérence. À minima, ils essaient. Nous sommes des machines cognitives qui sommes confrontés à un flux d'informations qui est quand même monumental. Nous filtrons, nous sélectionnons involontairement ou délibérément, on pourrait employer les termes consciemment ou inconsciemment, et puis on essaye d'en faire quelque chose, de créer du sens pour se repérer soi, se repérer par rapport aux autres, se repérer par rapport à des contextes, à des normes. Voilà les grandes lois sur lesquelles on va se baser pour élaborer la suite de notre investigation du pourquoi et comment une fausse information peut nous atteindre. À partir du moment où vous avez compris que les informations sont liées entre elles, que les émotions et les motivations sont impliquées dans le traitement de l'information, et à partir du moment où vous avez compris que on peut être perturbé par tout cela, eh bien comprenons que l'être humain peut raisonner de manière biaisée. Attention, je ne jette pas la pierre, je ne stigmatise pas, je ne dis pas qu'il y a le camp du normal qui raisonnerait de manière tout à fait rationnelle et non biaisée, et le cas du pathologique, de l'anormal, du bizarre, de l'étrange, de la maladie mentale. Hein. En tant que psychologue aussi, on est très en lien, très attaché aussi à cette lutte contre la discrimination, les stéréotypes, les fake news dans le domaine de la santé mentale. En fait, la vision aujourd'hui qu'on partage serait que tout ça serait propre à l'être humain, serait un mécanisme relativement normal. Comme je vous l'ai dit, les émotions nous influencent, elles nous orientent, elles nous enrichissent. Mais quand c'est trop intense, eh bien, elles nous perturbent. Alors, nous pouvons être marqués par ce qu'on appelle des distorsions cognitives. L'information est distordue, l'information est un peu abîmée. Et cette information, elle peut être abîmée dans plusieurs sphères, dans la représentation de soi, dans la vision des autres et de l'environnement, du contexte dans lequel on vit, et dans la conception de l'avenir. On peut tous avoir une vision un peu fluctuante de soi, des autres et de l'avenir. Et eh bien, pour vous donner un exemple assez, je l'espère, évocateur de ce que je vous expliquais, on a tous ces biais, on a tous ces distorsions cognitives. Elles sont acceptables, elles sont relativement normales, elles sont aussi très changeantes, tout ça est évolutif. Mais chez certains individus, c'est très fort, c'est très très fort. C'est une vision de soi qui est très altérée, c'est une vision des autres qui est très particulière, c'est une vision du monde qui, elle aussi, est un peu parfois atypique. Eh bien, vous avez là, par exemple, une espèce de recette qui favorise ce qu'on appelle la dépression. Quelqu'un qui souffre d'une dépression, c'est quelqu'un qui a une vision de lui, des autres et de l'avenir qui est généralement, vous vous en doutez, colorée négativement. On se voit comme plus mauvais que ce qu'on est, on voit les autres comme étant bien meilleurs que soi, hein, bien entendu, et puis surtout ne pouvant rien pour nous, et on voit l'avenir comme totalement bouché. Alors ce biais, ce mode de traitement de l'information, il va créer un grand pattern de rapport entre l'individu et les informations qui sont à traiter, des informations qui lui sont propres, interoceptives, des informations qui viennent de l'extérieur, tout ce qui est à percevoir dans l'environnement. On cherche à créer du sens et puis ça devient au final comme une espèce de filtre, comme des lunettes qui vont venir colorer votre vision de vous-même, de la vie, des choses, de l'environnement, de l'avenir. Bref, la vision de tout. Et puis si ces lunettes elles sont trop sombres, eh bien, vous avez une vision plutôt sombre, plutôt grise, plutôt négative. Et vous avez là quelque chose qui va favoriser des comportements de repli, qui va favoriser des états de détresse. Bref, vous arrivez dans les symptômes de la dépression. Ce mécanisme que je vous décris là, qui est un mécanisme de psychopathologie cognitive en particulier, je vous le présente de manière là aussi un peu express, mais j'aimerais qu'on l'ait en tête pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'un individu peut voir les choses un peu différemment de ce qu'elles sont, et comment se fait-il que même si vous dites à quelqu'un qui est déprimé mais ça va aller, eh bien finalement parce qu'il a différentes distorsions, parce qu'il a des biais, des schémas cognitifs particuliers, eh bien il ne sort pas de sa dépression d'un claquement de doigts. Alors même si on dit à quelqu'un mais non tu sais ça c'est totalement fake, ça c'est totalement faux, ça non, faut pas croire ci, faut pas croire ça, eh bien ça ne suffit pas. D'ailleurs si vous avez déjà essayé de convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt à être flexible en termes d'opinion, vous vous rendrez compte que vous allez rapidement vous épuiser. Hein. Comme le disait finalement tout à l'heure un collègue, cette notion de rapport aux croyants, elle est un peu difficile à faire bouger.
Alors oui, ce point important, ces distorsions peuvent durer dans le temps, c'est-à-dire qu'elles sont parfois relativement stables. Alors plus elles sont stables, plus elles sont ancrées, plus elles symbolisent, si vous voulez, la vulnérabilité, la fragilité, la sensibilité d'un individu. Mais, et c'est là aussi on a beaucoup changé dans notre manière de voir les choses, on se rend compte qu'un individu est beaucoup plus flexible, beaucoup plus changeant que ce qu'on peut imaginer. Donc rien n'est figé. Alors, qu'est-ce qui nous amène à être atteint, à être marqué par les fake news? Il y a plusieurs hypothèses qui ont été traitées. J'aimerais vous faire part de travaux de collègues en psychologie, plus particulièrement psychologie sociale et aussi collègues sociologues et linguistiques. En gros, on a une approche pluridisciplinaire, transdisciplinaire, issu donc de l'Université libre de Bruxelles, avec Olivier Klein, qui ici est représenté, qui a d'ailleurs écrit pas mal de choses et qui a participé lui aussi en Belgique à la lutte contre les fake news. Plutôt que de prendre le temps de vous détailler des paradigmes expérimentaux et peut-être de rogner le temps qu'on aurait pour présenter d'autres choses et pour discuter, ce que je vous propose, ainsi que le disait Napoléon Bonaparte, hein, un croquis, un schéma vaut parfois mieux qu'un long discours. Je vous propose une petite vidéo animée qui va résumer les avancées des chercheurs, notamment en psychologie, sur cette thématique. Si vous n'avez pas encore testé votre crédulité, nous vous invitons à cliquer sur pause afin de vous rendre sur le lien qui apparaît à l'écran. Aujourd'hui, une personne sur 3 dans le monde est présente sur les réseaux sociaux. À lui seul, Facebook, le principal de ces réseaux, dépasse les 2 milliards d'utilisateurs actifs. Ces utilisateurs se parlent et par conséquent, chaque jour, des milliards de messages circulent sur ces réseaux. Parmi ces messages, il y a des fake news, des informations fausses, manipulées, erronées. Alors, sommes-nous capables de gérer toutes ces informations, de distinguer le vrai du faux? Et si je vous dis qu'une information est fausse, allez-vous l'oublier? Myrto Pantazzi, Olivier Klein et Mikhail Kissin, tous 3 chercheurs à l'Université libre de Bruxelles, se sont penchés sur ces questions. Pour y répondre, ils se sont inspirés d'une expérience créée par l'équipe de Daniel Gilbert à l'Université du Texas. Expérience qu'ils ont adaptée et reproduite à plusieurs reprises. Le principe? Assis devant un ordinateur et équipés d'un casque audio, les participants à l'expérience doivent juger Étienne qui a commis un délit. Pour se faire une opinion et condamner ou pas Étienne, les participants reçoivent des informations sur lui. Certaines de ces informations sont fausses et ils le savent. Ces informations fausses peuvent être des circonstances aggravantes ou au contraire atténuantes. À la fin de cette expérience, qu'ont observé les chercheurs de l'ULB? Première observation. Les participants qui ont reçu des informations fausses aggravantes jugent Étienne plus sévèrement que ceux qui ont reçu des informations fausses atténuantes. En d'autres mots, ils prennent en compte ces informations fausses pour se faire un avis et juger alors même qu'ils savent qu'elles sont fausses. Deuxième observation, les participants ont tendance à se souvenir d'informations fausses comme étant vraies, comme si dans leur mémoire, le faux était devenu vrai. Et que concluent les chercheurs de l'ULB? Que nous sommes finalement plus crédules que nous ne l'imaginions. Nous avons du mal à ignorer les informations fausses, et cela même quand on nous dit qu'elles sont fausses. Bref, nous avons tendance à prendre pour vrai ce que nous lisons ou entendons. Pas très critique cela, et surtout dangereux quand on voit le nombre de fausses nouvelles qui circulent aujourd'hui sur Internet. La solution? Restez vigilants. Prenons le temps d'identifier les sources des informations et leur degré de véracité avant de les diffuser. Il vaut mieux tourner cette fois sa souris dans la main avant de prendre la parole sur Internet. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est parfois même peut-être pas tout à fait optimiste, parce qu'on a beau savoir, on a beau être dans l'état de conscience qu'une information est fausse, elle nous marque, et elle nous marque jusqu'à juger de la peine attribuée à quelqu'un. Donc l'information fausse aggravante l'emporte sur une information fausse atténuante. On a un recodage et une interprétation de l'information comme étant vraie. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'on connaît notamment en psychologie cognitive et sociale, et puis un peu après aussi en psychopathologie, ce qu'on connaît comme éléments qui permettent d'expliquer ce phénomène. Il y a des grands processus qui sont en jeu. Alors je vais vous les présenter rapidement.
Et vous pourrez tout à fait aller chercher les détails, si vous voulez, de ces processus, les paradigmes expérimentaux qui ont permis de les mettre en avant, de soutenir des hypothèses. Et si vous vous intéressez un petit peu à la littérature en psychologie, en neurosciences, vous verrez que les supports de publication sont en plus des supports vraiment de très grande qualité. Et on peut, alors pour le coup, il ne s'agit pas de céder à un chant des sirènes, à un effet de mode, à un caractère sexy d'une revue ou d'un impact factor. Mais malgré tout, de regarder que ce sont des revues qui ont des procédures d'expertise, des papiers qui sont très, très poussés, qui parfois d'ailleurs aujourd'hui ont pris des tournants très importants du type mise en accès libre des bases de données, mise en accès des codes pour le traitement des données, etc. Bon. Alors, un des premiers effets, c'est l'effet d'influence persistante, et qui est lié au fait qu'on cherche à construire une continuité dans la représentation. Même si on sait que c'est faux, on a des déductions et une recherche persistante de cohérence, même quand l'information est fausse, comme je vous le disais, et même si elle est niée. Moi, ça me donne un petit peu cette impression, dans le langage courant, que ça correspond à cette phrase qui est tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Oh, tu sais, si on l'a accusé de ça, c'est peut-être pas un hasard. Parce qu'à partir du moment où on est rentré dans une première élaboration de connaissances, un stockage d'informations qui est balancé négativement à propos d'un fait ou d'une personne, on essaye de se rattacher un peu à ça. Donc ça serait une première voie explicative. La deuxième, c'est l'effet de répétition. Et ça, c'est assez terrible parce qu'on a une illusion de vérité qui apparaît à force d'être exposée, à force qu'il y ait une répétition. C'est-à-dire qu'une information qui pourrait nous paraître un peu étrange, un peu marginale, un peu atypique une fois, on peut encore assez facilement imaginer qu'on la mette de côté. Par contre, lorsqu'on est bombardé, et si on prend le cas des réseaux sociaux, lorsque c'est retransmis, retweeté, partagé en grand nombre, en masse, par plein d'individus différents, on commence à se dire mais quand même, cette information, elle prend de la place, et elle prend de la place cognitivement, elle prend de la place dans nos représentations, elle vient capter des ressources, et elle vient être traitée, et elle vient laisser une trace. Donc plus une information est répétée, plus elle est encodée en mémoire, et plus on a une probabilité d'adhésion qui est renforcée, même si cette information et réfuté après. Je crois que c'était notamment Olivier qui disait finalement vous répétez tellement aux gens que si c'est sûr dans tel ou tel pays il y a des armes de destruction massive que même si vous ne les trouvez pas vous dites mais quand même on a tellement entendu parler, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Bon, ce qui est assez aussi en lien avec l'effet précédent. L'autre effet, c'est l'effet de métacognition. Alors, je vous ai parlé de la psychologie cognitive, je vous ai parlé de la cognition, des opérations cognitives. La métacognition, c'est les connaissances que l'on a de nos connaissances et de nos manières de fonctionner. Ce que l'on sait de notre manière d'agir et de traiter de l'information. Et ce qu'on peut en dire, c'est que souvent, une information qui est traitée, elle est traitée avec son contenu, donc le sens, et avec sa source, son contexte et sa validité. Donc je me souviens de quelque chose et je me souviens de l'enrobage, si vous voulez, du package qu'il y avait dans cette information. Alors le problème, c'est que autant le sens, c'est positif, c'est négatif, la valence émotionnelle associée peut rester relativement stable, mais l'individu peut avoir du mal à garder en présence la source. Donc on peut avoir un jugement négatif, même si la source est connue comme non fiable. J'ai été exposé à une fake news qui me dit qu'il y a des dangereux terroristes, par exemple, imaginons le cas d'un bateau qui chercherait à approcher de côtes d'un pays, parce que ce sont des réfugiés en situation de détresse, mais même si je sais que c'est faux, parce que c'est par exemple un orateur, un homme politique qui aurait une vision très arrêtée, ou ce serait un organe de diffusion d'information, un site, un blog très orienté politiquement et pour lequel on sait que c'est faux, et bien malgré tout, ça vient éveiller un petit quelque chose qui fait que je retiens l'idée de danger dans le bateau et plus forcément que la source pouvait être totalement non fiable. Alors au niveau des biais cognitifs qui sont impliqués, ce qui fait qu'à un moment, moi, je vais me reconnaître dans une information en face,
Eh bien, on a le biais qui est le biais d'homophilie, qui n'est pas l'opposé d'homophobie, c'est le biais de ressemblance. C'est-à-dire qu'à un moment, des éléments qui se ressemblent, sont rassemblés. C'est le fait tout simplement de favoriser un attachement entre des concepts ou entre des individus qui ne sont pas totalement étrangers. Donc, ce qui va notamment être étudié par nos collègues en psychologie sociale sous l'angle en fait de tous les faits de conformisme, tous les faits de rattachement à la norme groupale. Les biais de confirmation, alors qu'on connaît aussi dans la publication scientifique, mais là qu'on a dans notre raisonnement de tous les jours, c'est le fait de privilégier des informations qui vont aller dans le sens de nos propres hypothèses, de nos propres croyances, de nos propres connaissances antérieures. Ça va dans le même sens, ok, c'est bon, c'est économique, ça me permet de créer du sens facilement, donc voilà, je prends ça et puis je passe à autre chose. Donc j'ai tendance à confirmer de manière hâtive certains éléments. Le biais de conformité, bien finalement, c'est vrai que je suis un peu seul contre tous, donc à un moment, par conformisme, je vais rejoindre une opinion collective parce qu'il y a une certaine pression qui est exercée. L'interférence proactive, alors qu'on connaît sur des aspects très élémentaires du fonctionnement cognitif, et là qui est de manière un peu plus riche envisagée ici comme étant le fait que l'information nouvelle vient interférer, vient créer un effet sur l'information précédente. Donc l'ultérieur vient influencer. Et finalement, c'est ce qui pourrait faire dire à certains que c'est celui qui a parlé le plus fort et en dernier qui risquerait de l'emporter, parce que l'information dernièrement arrivée peut masquer, écraser un peu les anciennes. Et puis la dissonance cognitive qui est alors un chouette sujet d'étude pour plein de chercheurs en psychologie sociale et de la santé, qui s'intéressent en fait à ce mécanisme que l'on a, toutes et tous, qui consiste à essayer de réduire l'inconfort, réduire la détresse que l'on peut ressentir lorsqu'on a une dissonance, c'est-à-dire lorsqu'on connaît un écart fort entre différentes valeurs, entre des valeurs et des comportements. Donc on va chercher à relativiser, minimiser des choses, rationaliser un grand nombre d'éléments. La dissonance cognitive, par exemple, oui, je sais que le tabac, c'est dangereux, mais bon, moi, finalement, je contrôle. Je ne suis qu'à un paquet par jour et je ne suis pas dépendant, j'arrête quand je veux. Vous voyez que ma détresse par rapport à ce message-là, j'essaye de la réguler avec d'autres croyances, d'autres valeurs, des comportements pour lesquels je me voile la face, mais je viens renforcer finalement un comportement. Donc c'est tout ce qui est mis en place comme stratégie. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un continuum. Il y a une partie de ce continuum qui appartient finalement à l'acceptable, au potentiellement normal, si tant est qu'on puisse réussir à définir ce qu'est la norme. Et puis il y a ce qui correspond à l'inadapté. Alors quand on remet ça dans le cadre des fake news et des réseaux sociaux, c'est publié très récemment par Champalier sur Fighting the Fake News en 2018. Tous ces biais-là sont envisagés comme jouant dans l'initiation et le maintien des fausses informations sur les réseaux sociaux, parce que tout simplement un être humain interagit, apporte quelque chose sur la toile dans un espace de communication et va être lui-même alimenté par ça, et ensuite c'est une relation qui devient bilatérale et on s'enrichit énormément de ce qu'on a lu de la part des autres, et voilà comment tout plein de biais peuvent être impliqués dans l'adhésion, en tout cas la difficulté à remettre en question des informations erronées. Pour aussi vous montrer quelque chose qui est tout frais, puisque c'est encore in press, hein, c'est tout récemment dans la revue Cognition, la proposition qu'il s'agirait d'un manque de raisonnement, un déficit de raisonnement, plutôt que un raisonnement orienté, un raisonnement motivé vers telle ou telle chose. Ce qui veut dire que finalement, ce qui serait aussi très moteur dans l'adhésion aux fake news, ce serait un phénomène plus de paresse, lazy, plutôt que seulement en reposant sur le biais cognitif. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation pour vous parler de la vulnérabilité à la croyance, et là je rentre un peu plus dans un aspect de trait de personnalité, de typologie, de vécu des individus et de fonctionnement émotionnel de manière générale. Il y avait notamment cet affichage auprès du grand public qui était bien relayé par France Info et qui mettait en avant
le fait que les individus étaient décryptés, ceux qui sont dans la transmission des fake news, sont caractérisés par la volonté d'être un maître, d'être le relais d'une nouveauté, d'être celui qui apporte ce truc que les autres n'ont pas. Et puis ce truc que les autres n'ont pas, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas dans le moule. Donc il y a ce côté un peu extraordinaire finalement et qui va permettre d'atteindre un sentiment de fierté, une reconnaissance sociale en passant par les réseaux sociaux. Et ça fait écho à des travaux qu'ont fait des collègues de mon laboratoire sur le site de Grenoble, sous l'impulsion de Dominique Muller, qui est d'ailleurs notre directeur de labo, qui est le mécanisme de recherche finalement d'un caractère très unique, très atypique, très en marge dans l'adhésion aux théories du complot et aux théories conspirationnistes. Et ça, c'est quelque chose qui a notamment été bien traité avec des échantillons francophones et français en particulier, dans le contexte qu'on a connu, qui était notamment le contexte post-Charlie Hebdo. Donc voilà, c'est vraiment un peu en lien avec cette dia précédente, le fait de vouloir se sentir unique et à travers ça recevoir une forme de reconnaissance, de récompense sociale. Alors y a-t-il un lien entre ces biais cognitifs et finalement la santé? Et quand je dis santé, je m'intéresse autant à des facteurs de santé mentale et physique. Une étude menée en 2017 sur une grosse base de données a permis de suivre, donc c'est l'épidémio, plus de 5500 participants. Donc il y avait plein de questions, plein d'indicateurs de santé physique, mentale, d'environnement, etc. Et ce qui est très intéressant, et c'est là où Freeman et Bentall se sont intéressés à la question de l'adhésion, de l'adhérence, de la vulnérabilité aux fake news et notamment aux théories du complot, à travers cette question qui était posée aux participants. C'était un item du questionnaire, très gros questionnaire, qui est avec, donc vous voyez cet intitulé-là, « Je suis convaincu qu'il existe un complot derrière de nombreuses choses dans le monde ». Eh bien, plus de 25% de l'échantillon répond favorablement, répond d'accord. Faut savoir que dans ce genre d'études, les épidémiologistes ont tendance à vous expliquer que c'est souvent un chiffre qui est en dessous parce que par un biais de désirabilité sociale, qui consiste à ne pas vouloir se montrer sous un mauvais angle et au contraire vouloir se montrer sous un bon angle par rapport à des attendus, on a tendance parfois à minimiser le fond de sa pensée. Donc vous imaginez, c'est une hypothèse que ce serait peut-être sous-estimé. Alors, quelles caractéristiques, quelles entre guillemets portrait robot, même si c'est pas une belle notion que d'employer celle de portrait robot, c'est beaucoup plus fin que ça, mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme caractéristique principale des individus qui sont en accord avec cela? Déjà, ce sont davantage d'hommes que de femmes. Il n'y a pas forcément d'impact de l'âge, mais on se rend compte aussi qu'au niveau de l'environnement de vie, au niveau du contexte de vie, on est face à des contextes sociaux, économiques et culturels plus faibles. Les individus ont moins accès à la connaissance, les individus ont des niveaux d'études moins poussés. Donc voilà, c'est des faits, ça ne veut pas dire qu'on est rentré dans un modèle causal, mais on a des caractéristiques qui sont assez pertinentes, me semble-t-il, parce que quand on veut défendre un principe d'éducation, eh bien, on voit bien que souvent, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas dans des circuits, dans des systèmes éducatifs, qui vont être les plus vulnérables. On a des histoires de vie, des environnements peu sécures. Alors, quand vous avez des items qui portent sur certains symptômes, vous comprenez bien qu'on est vraiment dans des histoires de vie, des environnements peu sécures, des gens qui ont vécu des traumatismes, des catastrophes naturelles, des gens qui souffrent de pathologies d'ailleurs liées à ça, puisqu'on retrouve davantage de problèmes de santé somatique et mentale. On a notamment des cas très élevés de pathologies cardiovasculaires, diabétiques, et puis aussi beaucoup de pathologies émotionnelles. Et parmi celles-ci, on retrouve aussi le stress post-traumatique. Donc on a des gens qui ont un vécu particulier. De mémoire, il y avait aussi un item, et je crois que c'était bel et bien dans ces caractéristiques-là, qui était aussi, je crois, le fait de posséder une arme à la maison. Vous avez compris, ce n'est pas une cohorte française, mais on voit aussi que c'est peut-être tout un état d'esprit, tout un style de vie qui est associé à ça. Donc ça a amené après les auteurs à proposer ce modèle de croyance dans les théories
en lien avec le complot, des aspects conspirationnistes, avec des facteurs de prédisposition, des événements de vie bien particuliers qui vont être en lien avec des biais de raisonnement, des biais cognitifs bien particuliers, et puis des styles émotionnels, notamment des fonctionnements très en lien avec la difficulté à réguler ses émotions et ses pensées. Et tout ça vient créer un renforcement. Donc les individus se mettent aussi dans des situations qui viennent, par les biais de confirmation, les renforcer dans cette idée que, eh bien, il faut être méfiant pour telle ou telle raison. Voilà, donc il apparaît essentiel de s'intéresser à l'individu, un individu dans son contexte, dans son groupe, en lien avec ses valeurs, ses normes, et à son état global, ainsi qu'à ses motivations, car vraiment vous avez des indicateurs de santé. Je suis passé un peu vite, mais cette étude qui a été publiée en 2017, c'est une étude qui est publiée dans une revue d'épidémiologie. C'est vraiment un travail d'épidémiologie, de santé publique. Donc il faut aller regarder toutes les caractéristiques des individus, y compris la santé mentale et somatique. Et on pourrait en retenir comme élément d'ouverture, comme élément d'action, que l'éducation, mais au-delà de l'éducation, la psychoéducation, pourrait être un premier rempart à la fois cognitif, affectif et social face à la sensibilité aux fake news. Quand on parle de psychoéducation, vous savez, je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui avait des biais cognitifs négatifs, des distorsions cognitives qui l'amènent à la dépression. Eh bien, avec quelqu'un qui est déprimé, on lui explique ça, on lui fait un petit cours de psychologie, de psychopathologie et de santé mentale. Et on considère que la personne est en mesure d'acquérir une certaine expertise sur les phénomènes, et notamment les phénomènes qu'elle éprouve, qu'elle vit, qu'elle endure. Eh bien, on pourrait faire la même chose. Non pas être des grands donneurs de leçons, mais vraiment venir expliquer la mécanique, expliquer qu'il peut être normal de ressentir des choses, il peut être normal d'avoir des croyances, des distorsions, des pensées arbitraires, mais que voilà, c'est lié à tel ou tel processus. Et souvent, lorsque vous aidez les individus à gagner en clairvoyance, on emploie aussi souvent le terme d'insight, eh bien, vous faites un grand levier, vous faites un grand pas, vous activez un levier très important dans la perspective de remédiation d'un état qui est inadapté. Voilà, j'espère vous avoir donné un certain nombre de bases pour qu'on puisse échanger. Il y a une plateforme de partage, de support qui s'appelle ResearchGate, et si vous voulez, vous pourrez retrouver ce support sur la plateforme. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, avec plaisir. Du coup, on va prendre une dizaine de minutes pour les questions avant la pause. Merci. Bonjour. Alors j'ai une question concernant finalement les processus d'apprentissage. Finalement, l'adhésion à la fake news, il y a aussi, je me demande, est-ce que quand on apprend quelque chose qui est vrai, est-ce qu'on n'a pas les mêmes processus que quand on apprend quelque chose qui est faux ? Merci pour votre question. Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, qui est que l'information n'est pas traitée de la même manière selon sa valence, selon son sens émotionnel, ou selon des caractéristiques qui lui sont associées, par exemple vraies ou fausses. Alors, je me permettrai de replacer ça dans le cadre, dans le contexte, qui est d'une information dite positive ou négative. Donc vraiment aller vers la valence émotionnelle, plus que le caractère vrai ou faux. Mais l'information négative nous marque plus que l'information positive. Non pas que nous soyons des grands pessimistes, mais tout simplement c'est un principe alors qu'on retrouve dans les lois psycho-évolutionnistes, c'est-à-dire que il faut être très vigilant à l'information négative, au danger, à la menace, au risque, pour pouvoir le plus rapidement possible s'adapter, fuir si on est face à un danger imminent, ou au contraire, pas fuir, mais l'affronter, l'attaquer. Donc on est en quelque sorte prédisposé à ce lien très fort avec l'information négative, parce que derrière, c'est une logique de survie. Alors si vous remettez ça à l'époque du paléo, où il s'agissait d'être face à des fauves qui vous sautaient dessus, et, bon, voilà, vous voyez bien où il fallait vraiment assurer sa survie, la survie de l'individu pour la survie de l'espèce, etc. Ça faisait assez sens. Si vous mettez ça aujourd'hui dans un contexte de traverser la rue pour aller au lac et de sursauter, tout de suite être vigilant au danger de voitures qui grillent les feux ou de bus qui ne pourraient pas freiner à temps, là aussi c'est adaptatif.
Par contre, lorsque c'est sur un ordre plus abstrait, plus social, plus conceptuel, ces mécanismes-là, on se rend compte qu'ils sont aussi en jeu, mais que leur utilité, leur finalité n'est pas forcément au même niveau que s'il s'agissait de ces dangers ou de ces peurs archaïques, physiques, matérielles qu'on connaissait et pour lesquelles on est préparé en fait à réagir. Donc l'information nous marque beaucoup plus. Si vous faites mémoriser une liste de mots neutres, une liste de mots positifs, une liste de mots négatifs, vous pouvez poser une hypothèse assez forte que l'individu retiendra déjà plus de matériel émotionnel que de matériel neutre et qu'au sein du matériel émotionnel, probablement il aura été beaucoup plus marqué par du matériel négatif à traiter que du matériel, que des stimuli qui sont positifs. Comment différenciez-vous le neutre de l'émotionnel, le rationnel de l'irrationnel, le positif du négatif? Il me semble que si on ne définit pas de l'indéfinissable, on va longtemps parler un petit peu en rond et produire du discours, mais qui n'a pas de réalité vraiment épistémologique fondée. Alors c'est vrai que c'est tout un enjeu pour les psychologues, par exemple, et pour les neuroscientifiques, de manière large, communauté à laquelle on appartient, parce que on est face à des phénomènes très subjectifs. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que pendant de nombreuses années, toute la problématique de l'émotion ou de la conscience était évacuée. On laissait ça à des aspects populaires. On parlait même de sciences folkloriques pour dire finalement c'est pas objectivable. Alors aujourd'hui on a une autre vision des choses, on essaye d'objectiver. Alors objectiver veut dire souvent passer par un travail qui va consister à normer du matériel, normer des stimuli, normer des mots, normer des images, et avoir un échantillon représentatif. Vous allez par exemple prendre 2000 Français de tous les âges, des deux sexes, et puis de niveaux socio-culturels différents, et vous allez demander aux personnes de catégoriser des images comme étant alors soit neutres, soit positives, soit négatives, pas du tout intenses ou très très intenses, et au final ça vous permet d'avoir un matériel expérimental qui est une norme que vous pourrez après réutiliser. C'est un moyen de faire les choses. Alors après, dans l'honnêteté qu'on doit retrouver chez le scientifique, il faudra aussi très clairement expliquer la procédure et dire attention, tout ça est aussi le fruit d'un réductionnisme expérimental. Et parfois, cette porte d'entrée, vous l'aurez compris, qui est une porte d'entrée très, très expérimentale, très quantitative, eh bien, elle prend tout son sens que quand elle est complétée par des dimensions beaucoup plus qualitatives sur le ressenti, sur l'individualité. Et il faut avoir un peu toutes les pièces du puzzle pour toutes les portes d'entrée de l'étude du comportement et du raisonnement humain pour avoir quelque chose le plus représentatif possible des mécanismes qui sont en jeu. Beaucoup de discours, et notamment des discours scientifiques qui viennent plutôt des sciences de la nature, dites dures, j'aime pas trop ce terme, mais où on revient à des classiques qui ont été invalidés il y a très très longtemps, et notamment expliquer les comportements ou les phénomènes de la circulation culturelle par des facteurs biologiques. Et souvent avec pour ligne d'horizon la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Apparemment, ça fait vendre beaucoup d'espace, enfin de discours médiatiques à Gérald Bronner, mais on sait qu'on est quand même dans une voie qui est très très réductionniste, positiviste, un peu affirmative, qui distribue d'une manière postulée des identités à chacun, un tel irrationnel, un tel irrationnel. Et, alors là, on se à deux pieds dans une controverse qui est la biologie des comportements humains, qui est passionnante, mais qu'on va être obligé de garder pour le déjeuner. Parce que nous avons le privilège de déjeuner ensemble, mais c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde dans la salle. On peut prendre une toute dernière question, et après on se dira bon appétit et rendez-vous cet après-midi. Oui, merci de prendre ma question. Donc, comme on dit à la radio, donc en fait, ça porte sur la sédimentation des connaissances en quelque sorte, puisque donc il y a un lien qui se fait avec des connaissances que l'on a déjà. Et donc ma question est-ce que du coup le facteur âge peut jouer? Autrement dit, est-ce qu'il y aurait une forme de sensibilité ou de résistance, ça dépend de quel point de vue on se place, selon l'âge que l'on a, parce qu'évidemment on accumule de plus en plus de connaissances. Alors,
il y a plusieurs théories qui permettraient de répondre à votre question, de formuler des hypothèses, plutôt, des hypothèses qui peuvent parfois ne pas toujours aller dans le même sens. Quand vous regardez tout à l'heure ce qui était mis en avant, on voit des différences socioculturelles, de santé somatique et mentale, on voit des différences de genre, mais il n'y avait pas d'effet significatif. C'est de la statistique, il n'y a pas d'effet significatif de l'âge. Certains champs théoriques pourraient vous expliquer que l'âge, alors qu'est-ce que l'âge, la tranche, les déterminants, vous voyez que c'est complexe, hein, mais pourrait être un facteur de vulnérabilité parce qu'il y a des sentiments d'impuissance, de retrait, de repli, voire de rejet. Donc, il ferait que finalement, du coup, là, on aurait une espèce d'hypothèse qui amènerait à lier l'âge et la vulnérabilité, la capacité à croire aux fausses informations. Certains vous diraient aussi que tout simplement le vieillissement cognitif, voire la dégénérescence cognitive, vous permettrait moins bien de résister à l'effet d'interférence, parce que ce sont des phénomènes notamment attentionnels, préfrontaux, qui sont très, très ciblés par certaines pathologies neurodégénératives, les démences frontales, les démences type Alzheimer, etc. Bon, tableau plutôt sombre. D'autres théories qui sont des théories sur la sélectivité émotionnelle, motivationnelle, qui en fait vous expliquent que plus on avance en âge, plus on a une tendance, alors notamment fort de l'expérience et fort de notre rapport restant à vivre, du rapport au temps, on a une tendance à nuancer les jugements négatifs, donc les voir comme moins intenses, voire à recatégoriser des émotions négatives comme positives. Phénomène qui avait été montré dans les pics d'épidémie du HIV à l'époque, où il était sur le devant de la scène, où les traitements et les issues n'étaient pas vraiment ceux que l'on a aujourd'hui avec les avancées. Et on se rendait compte qu'en fait, des patients qui étaient condamnés pouvaient avoir des espèces de regains d'émotions positives. On retrouve ça aussi dans certaines formes de cancer, et notamment les cancers les plus graves avec ce caractère condamné, ce qui fait que finalement, beaucoup de choses me paraissent plus légères, moins graves, moins impactantes. Je suis plus centré sur mes besoins, mes valeurs, et cette vulnérabilité à l'information négative apparaît amoindrie. Voilà. Donc on aurait un très chouette protocole expérimental à essayer de poser. Pour information, ce sont notamment, alors c'est comment on dit, multicentrique. Voilà. C'est multicentrique, mais il me semble que ce sont notamment des collègues bretons, sauf erreur de ma part, de Rennes 2, qui, sur un financement de l'Agence nationale de la recherche, traitent notamment de ces questions-là, de la sensibilité aux fake news, à la désinformation, à l'information erronée et truquée, et qui, alors, dans leur aspect aussi pluridisciplinaire, ont une composante expérimentale, donc ce qui permettrait d'essayer d'avoir des faits, de les répliquer dans différents contextes, et puis à force de réplication et de méta-analyse, peut-être d'avoir des tailles d'effets suffisantes pour bien comprendre les mécanismes en jeu. Donc, allez peut-être creuser aussi du côté des collègues bretons qui pilotent ça. Il y a des choses, et je crois même qu'il y a un poste d'ingénieur d'études et même de doctorant qui serait à pourvoir. Bon, s'il y avait des motivés, car parfois il y a des très gentils directeurs de thèse, pas du tout dans les mauvais exemples dont on a pu parler tout à l'heure et dont il faut se méfier. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous, vraiment merci beaucoup.